jour pour nous. C'est un grand jour parce que ce soir, donc, on réunit deux conseils d'agglomération pour décider ou pas de la modification du périmètre. Aujourd'hui, et comme les papiers sortiront demain matin, tous les indicateurs nous indiquent que cette modification sera adoptée à la majorité, et vraisemblablement une grande majorité. Ce qui donne une grande force aujourd'hui au projet que nous menons avec Michel depuis maintenant quasiment 5 ans, puisque dès 2018, on avait évoqué cette possibilité, et il a fallu progressivement amener nos collègues à une réflexion globale, non pas d'un territoire, mais de l'ensemble de ce territoire. Et donc, vraisemblablement demain matin, comme je dis, je l'ai sorti, et ça a été repris à la ligne d'un journal, ce sera certainement le premier jour du reste de notre vie politique, parce que c'est un enjeu majeur qui va transformer et bouleverser l'organisation politique, au sens noble du terme, de la Moselle, et en particulier du Nord mosellan. Et nous donner des responsabilités à Michel, à moi et à l'ensemble des conseillers communautaires, des responsabilités qui dépassent largement les hommes, parce que je crois que c'est la première fois qu'on va se retrouver avec une organisation territoriale qui permettra de répondre aux 4-5 grands défis, la mobilité, tout ce qui est la transition éco-environnementale, le développement industriel et notamment des friches, le développement universitaire et le transfrontalier. Et je m'arrête là. Je te laisse. Bien, je vais faire un peu plus historique, puisque j'ai dans le cœur du métier d'élu un peu plus de recul. Donc, je me permets de dire en introduction que cette aventure, j'aurais souhaité qu'elle ait lieu il y a déjà 30 ans à peu près. On n'aurait jamais dû connaître deux communautés d'agglomération. Et cette création nouvelle est franchement historique. Historique au sens noble du terme, puisqu'on a perdu plusieurs décennies. C'est-à-dire on ne refera pas l'histoire. Et je rappelle quand même que Thionville, comme la vallée de la Fensch, c'était la sidérurgie à l'époque. Et nous étions finalement partie prenante d'une même agglomération. Alors, malheureusement, la logique administrative a fait qu'il y avait deux arrondissements, la logique politique a fait qu'il y avait des gens d'une sensibilité, des gens d'une non-sensibilité. J'ai d'ailleurs tenté avec quelques-uns de mes collègues à l'époque, Michel Paraleil, Jean-Marie François, une ouverture sur Thionville qui n'a pas reçu de réponse favorable. C'était à l'époque de Jean-Marie Demange. On a pu le regretter, mais aujourd'hui je serais plutôt là pour positiver et non pas refaire effectivement l'histoire. D'autant que l'histoire s'est accélérée. Je pense que quand je dis que c'est historique, c'est aussi historique parce que pour la première fois, notre agglomération thionvilloise, et je l'appelle comme ça maintenant, regagne massivement de la population, voit des entreprises nouvelles s'implanter, on voit qu'on manque de place sur nos zones industrielles, voit les acteurs historiques comme ArcelorMittal investir massivement à la fois dans leurs unités de production traditionnelles industrielles, la galvanisation en particulier, mais aussi dans le domaine du numérique, qui en lui-même inscrit la sidérurgie dans les décennies qui viennent. Alors que pendant longtemps, et je l'ai vécu en tant que parlementaire, on subissait la perte de population, on subissait les craintes liées à la famine, donc l'effondrement en gros de toutes les cités ouvrières qui se trouvaient sur les fondements miniers, et puis on craignait à chaque fois la prochaine fusion, la prochaine restructuration, enfin c'est ainsi en tout cas que l'on vivait le temps dans cette région. Et donc pour la première fois, on va créer finalement un outil nouveau, c'est même pas une fusion, hein. Pour moi c'est pas une fusion, on crée un outil nouveau. Demain matin, les gens ne se demanderont plus s'ils feraient partie de tel ou tel agglo, on fera tous partie de la même agglo, et c'est ça qui est important. Et donc une des photos que j'ai vues là où on parle des mariés, c'est un petit peu ça. D'une certaine manière, une nouvelle vie commence. On n'est plus dans le même tempo.
on n'est plus face aux mêmes contraintes, et on est aussi capté par l'enthousiasme que représente cette aventure, parce qu'on a pris cette décision. Alors elle découle d'échanges personnels déjà, qui font que, bon, on est tous les deux, je pense, des modérés, même si nos sensibilités politiques sont diverses, mais en tout cas on est des modérés. Et dès demain, cette nouvelle agglo, elle va mettre le turbo, parce que finalement, la seule idée qu'il y ait une nouvelle agglo, c'est qu'on passe dans un temps différent, dans un espace différent. Plus rien ne sera comme avant, d'une certaine manière. Et je voudrais prendre juste quelques exemples, à la fois qui ont montré, parce qu'on a su anticiper sur cette agglo, mais ça ira encore plus vite demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué, il faut qu'on se téléphone, il faut qu'on téléphone à un collaborateur, il faut qu'on téléphone à un vice-président, il faut qu'on arrive à mettre tout le monde d'accord. Donc en gros, une décision qui pourra se prendre, j'allais dire, dans les minutes ou dans la semaine, aujourd'hui, il faut 6 mois pour qu'elle soit prise. Et donc, on gagnera forcément en vitesse. Et aujourd'hui, je ne vous apprends rien, les décisions doivent être prises le plus rapidement possible si l'on veut être devant et pas derrière le peloton. Je prends 2-3 exemples qui me paraissent significatifs. La 31 bis, si nous n'avions pas échangé, si nous n'avions pas, de façon très concrète, fait cause commune pour qu'il y ait un tunnel sous Florange, ben, il n'y aurait pas de tunnel aujourd'hui. Et c'est cette conférence de presse de l'époque sur la 31 bis qui a fait déclencher cette possibilité de réaliser une autoroute dans les meilleures conditions environnementales pour les habitants de Florange. Je prends un deuxième exemple, le PMF, le pôle métropolitain frontalier, dont nous avons été successivement tous les deux présidents, Pierre est encore aujourd'hui, n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu au départ cette initiative que nous avons prise. Et cette initiative sera encore plus forte demain, puisque nous ne serons pas 2 à y siéger, mais il n'y en aura plus qu'un représentant. Parce qu'il n'y aura plus qu'une agglo. Et on ne parlera plus d'ailleurs des anciennes agglos. Je prends un troisième exemple. On vous parlera tout à l'heure des compétences, qui sont celles de la nouvelle communauté d'agglos. Mais d'ores et déjà, on sait que l'universitarisation sera un poids fort. Je me souviens, en ayant pris la présidence du Val de Fensch, on parlait du site de l'U4 uniquement comme un site patrimonial. Il sera et il restera patrimonial, mais il s'inscrira dans une histoire économique nouvelle. Déjà avec le Digital Lab, déjà avec MetaFensch, et parce que nous avons des projets derrière qui vont prolonger en quelque sorte l'action de l'Ilogine 4, puisqu'on est à peu près au même endroit, et qu'on n'a plus de place sur le secteur de l'aéroport et digital. Je prends un autre exemple, qui est plutôt là pour... parce que nous sommes en train de bâtir finalement l'édifice, le site de Pâturas là. Pour le porter, nous avons créé un programme particulier d'aménagement, PPA, qui n'aurait pas pu voir le jour si nous n'étions pas aussi rassemblés. Quand je dis rassemblés, c'est pas parce que voilà, on s'est levé le matin en disant il faut qu'on soit rassemblés, c'est simplement parce que si nous voulons mobiliser des moyens départementaux, régionaux, de l'État, de l'Europe, voire des moyens privés, il faut évidemment que nous jouions à un autre niveau que celui auquel nous jouons actuellement. Actuellement, nous aménageons des petites zones industrielles, des petites zones artisanales. Là, on est sur plusieurs centaines d'hectares. Et donc, je n'imagine pas un instant qu'une petite agglo puisse développer une telle zone, d'autant, je le dis aussi, ce sera peut-être la seule considération politique de cet échange avec vous, d'autant que la vente d'une partie de ces terrains à la société Henry, qui doit la remettre en état, est contestée par le maire de la principale commune de la communauté d'agglo du Val de Fensch, qui demande l'annulation de la vente. Moi, j'ai vécu pendant des décennies en tant qu'élu en me disant il faut qu'on aille plus vite, il faut qu'on accélère, il faut que nos zones soient vertes, il faut qu'elles soient accueillantes. Et là, on est confronté à des gens qui finalement se disent mais ça va trop vite. Non, ça ne va pas trop vite, parce qu'on ne peut pas laisser passer les trains. Les entreprises qui ne viendront pas à Hayanche sur le site pâtural, elles seront ailleurs et elles ne redéménageront pas après. Donc il faut qu'on soit aussi à la hauteur de cet enjeu industriel qui fait notre spécificité. Et je terminerai provisoirement par cela. Nous sommes complémentaires. Aujourd'hui, et comme je le dis demain, nous disposerons de tous les services. Et on n'aura plus à faire référence à ce que nous étions avant. Ici, on est à la terrasse,
La terrasse sera un des restaurants de la nouvelle agglo. Voilà, tout simplement. Mais tous les autres le seront également. Quand on posera la question, on dira on est effectivement dans l'agglo Thurville-Fensch. Et on ne se demandera pas si on était dans l'ancienne ou la nouvelle. Vous savez, les gens, ils passent très vite d'une chose à l'autre. Et ils ont d'autant plus raison de passer d'une chose à l'autre, c'est que je pense que pour l'instant, nos communautés ne sont pas vraiment clairement identifiées. Moi, j'ai souvent rencontré des gens de ma population, ou même des gens relativement instruits économiquement, politiquement, ils ne savent pas vraiment à quoi servent nos agglos. Et cette nouvelle visibilité, elle passe forcément par l'importance de l'agglo. Puis disait Pierre, on sera là, 30e agglo du Grand Est. Non, de France. Oui, pardon, de France. Et donc, on rentre dans une autre catégorie, forcément. Et donc, on ne va plus nous regarder de la même manière. Après, il y aura, bien entendu, un certain nombre de questions à régler. Alors, on en a déjà réglé quelques-unes. Je prends 2 exemples. Pour en arriver là, il a fallu qu'on lève les obstacles. Alors, il n'y en a pas beaucoup à lever, puisque nous nous ressemblons beaucoup. Ça ne se voit pas comme ça, physiquement, mais un peu comme un costard. Mais en tout cas, nous nous ressemblons énormément sur le plan du budget de fonctionnement, sur le plan de l'endettement, sur le plan de l'impôt, etc. Donc il n'y a pas eu besoin de négocier pendant des années et des années, même si ça a pris un certain temps. Et moi, je me félicite des engagements. Dans la délibération que nous prendrons aujourd'hui, accepter d'assurer que les communes ne perdront pas un centime jusqu'en 2032, c'est-à-dire sur le mandat qui va suivre celui qui est en cours. Je pense que c'est un engagement qui était absolument indispensable et qui est la preuve aussi que sont dépassés les anciens paramètres. On passe totalement en positif. Parce que demain, ce ne sera pas les communes qui donneront à d'autres, c'est la communauté d'agglo qui fonctionnera avec toutes les communes, sans exception, sans qu'une seule ait été lésée par cette fusion. Sinon, nous aurions pu l'être dans le Val de Fensch. Et je crois que cette discussion était absolument essentielle, cette décision était essentielle pour que, comme tu l'as dit tout à l'heure, une majorité de communes s'engagent. Parce qu'on pouvait craindre qu'il y ait éventuellement, pas une minorité, mais 50-50 dans la vallée de la Fensch, si ces problèmes n'étaient pas réglés. Et ils sont réglés. Alors nous avons aussi pris des engagements, bien entendu au niveau de l'impôt, puisque nous savons que pour l'avenir, il y a des sujets qu'on devra régler et qui ne le sont pas du tout, en particulier celui de la mobilité. Celui de la mobilité va nécessiter des moyens exceptionnels. Il faudra trouver déjà 6 millions tous les ans pour effectivement assurer le fonctionnement de ce réseau de bus qui deviendra VHNS et qui est quand même le symbole de toute agglomération. On doit être une des rares agglomérations aujourd'hui, puisqu'on est une nouvelle agglomération, à ne pas disposer de cet outil. Et ça, c'est terrible. Voilà. Je vais repasser ma question d'extinction de voix. Voilà. Mais on peut peut-être passer à un échange, parce que je crois que c'est plus intéressant. On a plein d'autres choses à vous dire. On peut parler de transition écologique, de transfrontalier, d'université, on en a déjà un peu parlé, de culturel. Après, il n'y a aucun domaine qui va d'une certaine manière nous échapper. Oui, je crois que pour compléter, mais c'est même pas compléter, je souscris à tout, mais c'est de dire en fait, on est 2 communautés d'agglomération, que rien ne devait séparer, et que l'histoire des hommes a séparé. Et voilà, et on répare cette anomalie. Je crois que c'est un projet qui dépasse largement les hommes, qui nous dépasse. On nous dit oui, mais demain vous ne serez plus là. Alors on ne sera plus là. Mais c'est la poursuite démocratique. Et je crois qu'il fallait marquer certainement notre époque, Michel, notre passage dans l'investissement fort qu'on a eu sur le territoire, en proposant aux futurs élus cet outil, qui est un outil qui nous permet d'avoir des moyens financiers qui n'ont plus rien à voir, clairement, avec ce qu'on avait. Michel a évoqué la mobilité comme je l'ai fait tout à l'heure. Clairement, notre agglomération va s'investir lourdement dans la mobilité, au sein d'une compétence. Ce qui veut dire que le syndicat, le SMITU, disparaîtra au cours du premier trimestre 2026. Clairement, ça sera assuré par l'agglomération et on contractualisera, et je le dis fort, avec les territoires adjacents, et en particulier Cattenom.
puisqu'il n'est pas envisageable aujourd'hui que des habitants de ce territoire ne puissent plus venir sur le territoire toulousain. Et donc il y aura, bien entendu, toute une discussion qui s'ouvrira avec nos collègues et amis de Cattenom. Sur ce sujet-là, je ne t'interromps pas, mais simplement, nous avons été reçus à la Banque européenne d'investissement il y a une dizaine de jours, Ouais. et effectivement, c'est le symbole finalement de cette ère nouvelle qui s'ouvre, puisqu'ils ont compris dorénavant que le BHNS pourrait se faire, parce qu'il y a une aglo qui le porte. Ça c'est vrai, je crois que la BUI sera parfaitement enclin à nous accompagner sur ce projet BHNS qui est lancé et qui sera phasé de façon un peu plus longue jusqu'en 2030-2031. Ce qui nous permet effectivement d'amortir et de travailler tous les points encore, les points noirs, notamment les relations avec le département de la Moselle. Signé à l'automne, ce contrat local de santé. Donc, incontestablement, les professionnels de santé qui sont plus nombreux sur Thionville participeront dorénavant à nos réunions par anticipation de 2026. Et je ne vous fais pas de dessin. Il est évident que si nous avons effectivement des professionnels de santé autour de la table, dans les CPTS, mais dans le CLS également, on peut espérer une évolution à la fois de l'hôpital d'Ayange, qui a déjà démarré d'ailleurs, vous le savez, il y a 9 médecins qui ont repris du service, mais on ira bien au-delà, puisqu'on discutera avec le vice-président du CHR, tout simplement. Voilà, on sera dans une autre dimension. Sur le plan culturel, c'est la même chose. La culture, c'est là où on a des outils, mais qui sont pour l'instant sous-utilisés. Pour qu'il y ait de l'art chez nous, c'est la musique actuelle. Ouais. Tu as de ton côté... Eh ben, le NEST sera vraisemblablement au niveau de la culture, par exemple, c'est culture et sport. Le sport, c'est très compliqué. Parce que le Val de Fench a des équipements communautaires que nous n'avons pas. Donc il faut qu'on regarde. Et après, reste à déterminer, c'était un peu le dada de Brigitte Weiss, les compétences des équipes. À partir du moment où sur les deux territoires, il y a des équipes, le TFOC par exemple, devrait devenir communautaire, complètement. Bon, c'est un exemple. Sur le plan culturel, je crois qu'il y a 3 équipements qui doivent être communautaires. L'un qui y est déjà, c'est le Gueularpus. Et il faut que le NEST devienne communautaire. Donc la reconstruction sera portée par la ville de Thionville de façon tripartie. Et il faut qu'on l'intègre comme un équipement communautaire dans son fonctionnement, scène d'art dramatique national. Et une question devra se poser pour le puzzle. Où là c'est déjà un peu plus compliqué, parce qu'il y a une médiathèque à Dinevange, qui est départementale. Voilà. Mais et communautaire. Et communautaire. Donc clairement, donc si c'est communautaire, elle devient communautaire. Et donc, partant de là, je pense que le puzzle, on le fasse glisser dans le giron communautaire. Donc on est vraiment des totems importants. Le sport, je pense qu'on est d'accord avec Michel, tout nouvel équipement sportif de grande ampleur devrait théoriquement être porté par la grande agglomération. Si demain on travaille sur une grande salle de 2500 places, par exemple, ça sera porté par l'agglomération. La Jean Burger aujourd'hui, qui se termine, qui est positionné pour accueillir des compétitions internationales avec 1500 spectateurs, il faut qu'on ait demain une grande salle qui nous permet de faire aussi l'événementiel. Je rappelle qu'on est la terre la plus industrielle du Grand Est et on n'a pas un centre des congrès. Aujourd'hui, il faut avoir en tête le salon à l'envers, mais le grand show à l'industrie se passe à Metz. Alors qu'à part Trémery, il n'y a pas d'industrie. Mais parce que ils ont les équipements. Et donc là, je pense qu'il faudra... ça sera un des éléments phares. Il y a 2 autres domaines où effectivement on va passer à la vitesse supérieure. C'est la transition écologique. Actuellement, il y a un syndicat, le CIDEVON, qui fonctionne cas un cas. Il est plus dans un rôle d'ailleurs purement administratif que dans un rôle d'impulsion de projet. On a par exemple un projet sur la chaleur fatale, puisqu'il y a des industries et puis il y a autour une densité de population importante. Ce dossier va être communautaire, forcément.
Mais on devra aller également bien au-delà. D'ailleurs, on a commencé par mettre les pieds dans le plat, puisque si on n'était pas intervenu, aujourd'hui, nos déchets ne seraient pas traités chez Argenis à Metz, mais ils seraient traités à l'autre bout du département. Ce qui aurait été d'un ridicule total en termes de bilan carbone. Donc on a déjà, sur ce point-là, pris des décisions, mais il faudra qu'on en prenne d'autres. Il y a aussi l'université, tu me le dis plus souvent que moi, mais je pense que pour nous c'est important. Pendant longtemps, la FENCH a été uniquement sidérurgique, avec ses propres lycées professionnels, donc en Angers, en Mont-Darcy, et nous avons de ce point de vue pris sans doute un peu de retard. Il faut qu'on accélère ensemble. Il semble-t-il, dans le domaine effectivement du droit, peut-être de la médecine et de quelques autres, Thionville a pris cette initiative qui va booster en quelque sorte, y compris la vallée de la Fench. Je dis demain ce sera l'ensemble du Thionvillois, mais en tout cas on y participera, y compris pour l'accueil des étudiants. Le 4 va être le deuxième campus de l'agglomération. C'est ça. Voilà. Voilà. Clairement, je crois que termine, Courmontagne est saturé, et le 4 sera le deuxième campus de l'agglomération. Donc mobilité, santé, voilà. Transition écologique, enfin, il y a des choses qui vont être, comme je le disais en introduction, on va mettre le turbo. Mais bon, après, on aura défriché peut-être de nouvelles compétences. C'est des échanges, parce qu'on a déjà réuni les maires. Et je dois dire que je suis assez heureux de constater que l'ambiance est assez extraordinaire. Ouais, très bonne. Je pense qu'on a réussi à faire passer le message qu'au-delà de nos différences, qui importait le plus, c'est ce qui nous rassemble. Et ce message est aujourd'hui compris. Il peut y avoir ici et là quelques réticences politiques, parce que la politique est toujours dans l'arrière-fond. Voilà. Mais ceci étant dit, il n'y a pas vraiment d'argument aujourd'hui qui plaide contre. Enfin, moi, j'en ai pas entendu, hein, jusqu'à présent. L'argument qui revient le plus souvent, si on le schématise, sans aller très loin, c'est pour le Val, dans le Val de Fench en tout cas, c'est Thionville qui va donner le tempo. Tout va revenir à Thionville. C'est un petit peu l'idée. Ils n'ont pas regardé le dossier, parce que moi j'ai regardé, je ne suis pas là pour affaiblir Thionville, mais c'est une réalité, parce qu'on va peser quand même. Hein, pour l'instant, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils ne feront plus ce qu'ils veulent. On sera là. Voilà. Thionville est la ville qui a le plus à perdre dans cette fusion. Aujourd'hui, le maire de Thionville, qui est président de l'agglomération, a son agglomération, je veux dire, à sa disposition. Surtout qu'il y a une excellente entente entre nous tous, et que Thionville, Serville, voilà, tout marche. Demain, on représentera, Thionville c'est 52% de l'agglomération de France, demain c'est 25%. Voilà. Donc on va pouvoir dégager, y compris sur des projets spécifiques, des majorités qui ne seront pas forcément les majorités d'hier. Plusieurs grosses communes, il y en a quand même d'importantes, Lutz, Famec, Florange, Cange, tout ça rassemblé, ça peut faire une majorité quelquefois, alors pas contre, mais en tout cas il va y avoir du débat. Et je pense qu'il y aura peut-être plus de débat, et ça va aussi à l'encontre de l'idée que certains disent mais c'est pas très démocratique tout ça, parce que vous faites vite. Non, on ne fait pas vite, tu l'as rappelé tout à l'heure. On a démarré il y a 5 ans, on y pense depuis encore plus longtemps, mais aussi et surtout ce sont les communes qui vont définitivement voter en fin d'année, donc les communes sont l'expression la plus démocratique qui soit. Que des élus disent on n'est pas représentatif alors qu'ils ont été élus, il y a quelque chose qui m'échappe. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire de plus représentatif qu'un élu par le suffrage universel? Dans un système démocratique, c'est ça qui fonctionne. Donc, bien sûr que ce sera démocratique. Et il n'y a rien aujourd'hui, me semble-t-il, qui puisse laisser croire que le Val de Fench puisse être affaibli. Au contraire, je l'ai dit tout à l'heure, on est complémentaires. Sur le plan résidentiel, sur le plan tertiaire, on n'est pas vraiment au niveau de Thionville. Mais eux, ils ne sont pas au niveau non plus industriel auquel on est. Et c'est le rapprochement de ces deux forces très dissemblables, en réalité, qui va faire notre force. C'est d'ailleurs ce qui suscite quelque part quelques jalousies et quelques réactions, parce qu'ils ont compris, pour certains, que dans cette nouvelle agglomération, il ne manquera rien. Qu'est-ce qui va nous manquer? C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi on fait ça? Et qu'est-ce qui va nous manquer demain pour jouer dans la cour des grands? A priori, rien. Je crois qu'au niveau des rapports entre Thionville et l'agglomération, l'agglomération a tout intérêt aujourd'hui à se raccrocher sur la dynamique et l'attractivité de Thionville. C'est une grande ville maintenant,
et qui est très, très visible sur le plan national. Donc on a tout intérêt à se raccrocher à cette ville-centre, qui aujourd'hui poursuit son développement de façon exceptionnelle, et les journalistes ici, vous le savez parfaitement. Et inversement, Thionville a tout à gagner à être l'épicentre d'une agglomération de 160 000 habitants. Si on parle de 150, c'est pas 150. Aujourd'hui, on est 155. Je rappelle qu'il y a une évolution démographique par an de 0,6 à 0,7. C'est-à-dire que lorsqu'on va, le 1er janvier 2026, être officiellement, on sera à plus de 160 000 habitants. Mais il faut l'avoir en tête. Et on est les seuls à être dans cette dynamique. Et donc c'est bien une agglo de 160 000 habitants qui se constitue. Ce qui commence... alors, et puis le dernier point, c'est bien sûr, les 5 grands axes, on les a développés, et c'est l'axe frontalier. Parce que le PMF est en train de marcher, en train de fonctionner, et il manquait un épicentre, là aussi, très lourd, d'une agglomération, qui soit visible et lisible du côté luxembourgeois. Et là, c'est là. Alors, je rappelle que dans le même temps, Thionville s'est jumelé avec Esch, et donc on est bien dans un espace géographique de 550 000 habitants, où Thionville et son agglomération pèsent, à partir de demain matin, 160 000 habitants. On a aussi tout à gagner pour ce qui nous concerne, je le dis, là c'est le politique qui parle, on a besoin des autres quand on gère une collectivité. Le département n'est pas de gauche, la région n'est pas de gauche, l'État n'est pas de gauche aujourd'hui. Et pour autant, il faut que nous continuions d'exister. Et je continue de penser qu'on n'est pas forcément autant aidé qu'on devrait l'être, parce que justement, on n'est pas du bon bord. Et j'ai tendance à dire, parce que quelquefois ça va très vite, les aversions politiques, si l'inverse survenait comme il y a à peine une dizaine d'années, la région était de gauche, l'État était de gauche. Eh ben, c'est pas ça qui nous empêchera de travailler sur des dossiers concrets, et on exigera autant de la gauche que de la droite. Et c'est vrai aussi dans un cadre européen. Ouais. Donc c'est aussi dépasser en quelque sorte ces oppositions politiques qui paralysent et qui, bon, objectivement, freinent les projets, par définition. Puisque si on est soumis à un changement politique, là on ne sera pas soumis à un changement politique, puisqu'on sait dépasser précisément nos sensibilités politiques. Alors, il y en a peut-être qui sont plus extrêmes et qui ne se reconnaîtront pas dans ce modèle. On fait d'abord passer le territoire, les projets, avant la politique nationale. Moi, je pense que la politique nationale, elle a sa logique. Les gens voteront pour qui ils veulent. Mais en tout cas, nous, ça ne changera rien à notre ligne de conduite, qui est une ligne de conduite territoriale et d'intérêt public, tout simplement, d'intérêt de la population. Et les populations, elles changent aussi de temps à autre de vote. Donc, nous, on a besoin d'une continuité. Cette continuité, c'est l'outil qu'on est en train de créer qui va l'assurer. Ça va bosser comme des fous. Et la première des choses sur laquelle on va s'atteler, c'est la mobilité. Voilà. C'est l'enjeu, on va dire, majeur. Après, le 1er janvier 2026, si les élections, comme il semblerait que cela se fasse, c'est en septembre 2026, on utilisera bien sûr toute cette période pour créer le projet de territoire, mais qui sera déjà digéré, et qui de mettre en place, parce que si les élections sont en mars 2026, il y aura symboliquement l'installation. Si c'est en septembre, voilà. Mais je crois que dès demain, on est en mode, on y était déjà depuis un an avec Michel, et là on va faire travailler tous les VP. C'est-à-dire que le timing, si je peux dire, est idéal. Bien sûr. Pour l'instant, on a commencé à deux avec nos équipes, cabinet, DG. Depuis quelques temps, on se voit avec nos premières vice-présidents, systématiquement, parce qu'on peut ne pas être disponible, nous, on ne remplaçait pas. On a adjoint de temps à autre les VP développement économique, parce qu'on a des sujets concrets, Pâturas, ça n'attend pas, il faut qu'on signe. Et donc on ne peut pas attendre que la nouvelle agglo soit installée. Et puis, deuxième élément sur le timing, moi je réinsiste sur le fait que toutes les décisions seront prises avant les prochaines élections. Parce que certains disent que c'est une forme d'affaiblissement démocratique. Non. Au contraire, on va offrir aux nouveaux conseillers municipaux et communautaires un outil en marche de fonctionnement. Bien sûr. Et c'est d'autant plus rassurant que je n'aurais pas signé, pour ce qui me concerne, en tout cas en tant que président du Val de Fensch, si tout avait dépendu d'une nouvelle élection. Parce qu'on peut tomber sur d'autres élus, et les garanties que nous avons obtenues sur le plan financier du Val de Fensch sont garanties parce que ce sont des élus qu'on connaît,
qu'on apprécie et dont on pense que la parole sera respectée, d'autant que ce sera dans la délibération. S'il avait fallu attendre une nouvelle élection, on serait reparti pour 6 ans. Donc on pose sur la table finalement la création d'une agglo qui est immédiatement opérationnelle après les élections, quel que soit le résultat de ces élections, même si on espère être élu a priori. Sans cette grande agglo, il n'y aurait peut-être pas eu de BHNS du coup. Vous avez insisté lourdement sur ce dossier, et notamment sur le... Alors, s'il y avait eu une dissonance entre les deux agglos, il n'y avait même pas de BHNS. Le système de mobilité s'effondrait. Je rappelle qu'on est réintervenu, on nous le reproche d'ailleurs maintenant, ceux qui sont venus nous chercher il y a 2 ans pour essayer de régler les problèmes, on nous dit maintenant on fait de l'entrisme. Mais non, aujourd'hui, clairement, c'est notre solidité financière qui va nous permettre, mais d'aller, c'est même pas le BHNS, Jean-Michel, un système de transport performant, c'est pas que le BHNS, c'est racheter des bus électriques, rapidement. Il faut maintenant qu'on se lance, si nous prenons une décision, nous, d'augmenter les contributions, ça va nous permettre très rapidement d'acheter des bus électriques qui roulent, là, qui sont en test. Les bus électriques, les 2 ponts vont être ouverts d'ici 6-8 mois, fin d'année, début d'année prochaine. Et bien ces bus, ils vont prendre des ponts. Et les gens vont voir, voilà, la nouvelle mobilité. Peut-être des nouvelles lignes, 2, 3, 4 lignes complémentaires à ce qui existe. Il faut absolument qu'on ait une ligne qui soit plus structurante entre Lucange et Thionville, c'est l'U4. Et il faut que là, ça soit une ligne qui devienne une ligne majeure, puisqu'on va avoir des étudiants. Donc, bon, la maire de Nilvange, puisqu'on est à Nilvange, nous parle très souvent des difficultés de ses habitants d'aller à Bel Air. Parce qu'il faut changer 4 fois de bus. Il faut travailler. Donc voilà. Donc c'est pas que le BHNS. BHNS, c'est la colonne vertébrale. Mais on a fait de ce projet BHNS qu'une colonne vertébrale. Alors, vous le savez très bien, on ne peut pas faire fonctionner un corps s'il n'y a qu'une colonne vertébrale. Voilà. Et donc, il faut maintenant revoir, puisque la gestion du SMITU est une fois de plus loin de nous l'idée de jeter la pierre, mais ça a été de faire rentrer le budget du SMITU dans un nombre de kilomètres. Partant de là, on est passé de 4 millions à 3 millions 2. Et on est rentré à 4 millions. Et donc, il manque 6 millions. Notre réseau a besoin de 4 millions de kilomètres. Et donc, notre réseau a besoin d'un financement complémentaire de 6 millions. Et bien, ça sera... D'ailleurs, c'est réclamé par beaucoup des gens du SMITU. Nous prendrons nos responsabilités. C'est vrai que c'est un énorme paradoxe de penser qu'on n'aurait pas pu faire, vous avez raison, un réseau de qualité, alors qu'on est à côté de Luxembourg et que c'est le problème numéro 1 de tous nos concitoyens, qu'ils soient Thionvillois ou Famécois. Ouais. Et deuxième exemple de ce qui n'a pas finalement trop bien fonctionné, mais qui dans le futur fonctionnera, sans qu'on se pose même la question, le park and ride de Mésange, c'est quand même un signe fort aussi de la nécessité de fonctionner différemment. Mais aujourd'hui, on constate qu'il y a plus de faits de choix que de Thionvillois qui l'utilisent. Si on avait su ça avant, on aurait peut-être commencé par le faire, pour aller tout à Maffenges, à Lucange ou à Hayange. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en aurait pas fait à Mésange. Mais ceci étant dit, on voit bien que notre niveau d'appréciation ne sera pas le même. Donc on sera sans doute beaucoup plus juste. Alors que hier, nous étions un peu dans l'évaluation. On ne s'est pas consulté d'ailleurs sur Mésange. Oui, parce que bon, voilà, coup par coup. Alors que là, clairement, on va porter la création d'un nouveau P+R sur la rive droite et un P+R sur Lucange. Sur Lucange. Voilà. Intégrer. Et je leur dis aussi une chose importante concernant la mobilité, puisqu'on mélange un peu les choses. Aujourd'hui, la collectivité de Catin veut sortir. Mais il faut qu'ils sortent, bien entendu. Ils sortent tranquillement. On ne peut pas imaginer aujourd'hui que demain matin, que ça va prendre 1 an, 1 an et demi, 2 ans. On est bien dans la temporalité que nous disons qu'on va jouer 2026. Mais moi, je ne peux pas, dans mes responsabilités, imaginer, alors qu'on a le PMF, on travaille sur la mobilité, qu'il y ait une rupture de transport entre Canfin et Thionville, entre Étanges et Thionville, enfin, et Catum et Thionville. Et donc tout ça, ça se travaille, ça se travaillera. Il y a des communes isolées qu'on appelle, comme Guénange. Comment voulez-vous qu'on puisse, du jour au lendemain, couper la liaison, alors que Guénange
est complètement intégré dans la banlieue turinoise. Et que Pierre Taconi construit des logements étudiants. Pas de transport. Voilà. Et donc tout ça va se faire à toi 2 ans. Et l'histoire du SMITU, bah, il va falloir maintenant, on va s'y atteler très rapidement. Je pense qu'il faut qu'on donne un signe fort à la BEI, car la BEI, clairement, nous a fait comprendre que les 2 agglos étaient garants du projet, clairement. C'est 100 millions. 100 millions. 100 millions. Aujourd'hui, depuis que je suis président, depuis 2014, on est confronté à cette diversité. Puisqu'en réalité, en 2014, il y a quand même eu un séisme, puisqu'il y a presque la moitié des élus qui ont été remplacés. Donc on a travaillé avec de nouvelles majorités. Je prends un exemple concret, le dernier budget a été adopté à l'unanimité au Val de Fensch. À l'unanimité du Rassemblement national jusqu'aux communistes. Ça peut sembler surprenant, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'au-delà des postures politiques, des postures idéologiques et des postures nationales, quand on parle concret, on arrive effectivement à se retrouver. Alors, je reconnais avoir discuté depuis de nombreuses années, notamment avec mon aile gauche, puisqu'il y a quand même 3 élus communistes historiques, en particulier le président Josac, puisque c'est lui le responsable du groupe. Je crois que c'est quelqu'un qui est profondément démocrate, profondément communiste, comme je le pense, je suis profondément socialiste et profondément démocrate, donc on se connaît depuis longtemps. Moi, je gère ma commune avec les communistes depuis 1989, et ça se passe bien. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Donc on a négocié, il y a des choses qu'on a discutées, on fera tel projet, on fera peut-être plus rapidement là que là, etc. Et ça fait partie de la vie démocratique quotidienne, et on continuera de faire de la même manière. Pierre sera président, moi je serai président délégué au premier vice-président, là on fonctionnera exactement de la même manière. Et ce qu'on arrive à faire aujourd'hui au Val de Fensch, on arrivera à le faire demain dans la Grande Agglo, j'en doute pas, avec un peu plus de moyens encore. Et on verra effectivement quel est le vote ce soir. J'espère en tout cas qu'ils auront compris les arguments qu'on leur a fait passer. Après, bon, voilà, il ne faut pas être dupe non plus. C'est en cœur de ville, cœur de Fensch, on va terminer, mais c'est pour tout le monde. Et d'ailleurs, paradoxalement, je me demande si le seul qui va peut-être voter contre, je mets à part Rayan, j'ai inclus sur une posture idéologique nationale, le seul qui va voter contre, c'est peut-être celui qui aura bénéficié du plus grand nombre d'investissements du Val de Fensch. Et tu vois de qui je veux parler. Donc, mais on publiera ça le moment venu. Et je pense que c'est pas un juste retour. Et c'est dommage. C'est dommage parce que on a tellement d'arguments à faire valoir pour montrer que c'est là qu'on a le plus investi que ça colle pas. Et ça, bon, les gens comprendront.